rythme leur est plutôt favorable. Complètement, oui, c'est vrai. L'échappée a pris forme, on leur a accordé une avance suffisamment bonne pour qu'ils puissent espérer aller au bout. On n'a pas besoin d'aller plus vite dans le peloton et ça permet quand même au plus grand nombre d'accrocher les wagons. On est à 6 km du sommet, il y a quelques sprinteurs distancés, mais ils ne devraient pas être trop loin derrière. Donc pour les délais, ça va passer sans problème. Sans problème. Après, voilà, moi je pense davantage à ces sprinteurs qui souffrent, qui s'accrochent, qui arrivent loin, qui évidemment arrivent épuisés et qui, lorsqu'ils ouvrent le livre de route, j'imagine qu'ils le font, sinon je me demande pourquoi ils continuent, tu regardes les opportunités que tu peux avoir encore de disputer un sprint. Eh bien franchement, avant les Champs-Élysées, j'en vois pas beaucoup moins. Cahors peut-être? Et Cahors, mais est-ce qu'il n'y aura pas une échappée à Cahors? Eh oui. On sait que dans la dernière semaine du Tour, ouais, bien sûr. Oui, Laurent. ça vient juste après 3 étapes pyrénéennes. Moi, je suis certain qu'il y aura une échappée à Cahors. Sur la remontée à Paris, on voit souvent des grandes échappées qui prennent même parfois 20 minutes d'avance. Carcassonne, ce sera certainement la même chose. Demain, Saint-Étienne, on va voir si vraiment il y a des équipes qui ont envie de verrouiller la course. Ça pourrait faire un sprint à Saint-Étienne, mais c'est pas tout plat. C'est pas tout plat. Deux cols de deuxième catégorie, notamment le col de Parménie dans le département de l'Isère, un autre col à une trentaine de kilomètres de l'arrivée à Saint-Étienne. Cette étape peut être favorable à des baroudeurs. On a vu Romain Bardet rapidement. On va écouter le deuxième du classement général, Romain Bardet. 3e hier au sommet du col du Granon, héroïque. Nicolas Gé l'a retrouvé ce matin à Briançon. Comment se sent-il? Comment a-t-il digéré cette journée incroyable et comment se projette-t-il sur cette étape du 14 juillet? On écoute Romain Bardet. Romain, remis de vos émotions et de cette montée hier, je ne sais pas si vous, mais est-ce que vous vous attendiez à être à un tel niveau? Je m'attends toujours au meilleur et je crains le pire. Donc non. Honnêtement, j'étais content. Après, voilà, j'ai pas gagné l'étape non plus. Il y a pas eu de... Mais non, je suis content. Je pense que j'ai fait la meilleure course possible hier. Donc, mais c'était que la première. Non, de toute façon, il y a des super coureurs qui me sont supérieurs en montagne. Donc, l'idée sera toujours de me porter à l'avant dès que j'aurai une ouverture comme hier, soit dans le Galibier ou dans le Granon. Maintenant, c'est les jambes qui vont décider si c'est possible aussi, les tactiques d'équipe. Donc ça va pas être évident, il y aura peut-être un petit peu moins de possibilités, mais avec des bonnes jambes, on va voir. Tout à l'heure, Michael Chérel, qui vous connaît très très bien, disait « Romain, je pense qu'il peut aller encore plus loin et il peut aller jusqu'au podium ». Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on verra, c'est plus de plan, on est à la moitié du tour. On verra, c'est pas une obsession. Ça peut me faire plaisir, j'aimerais bien gagner une étape aussi, si c'est possible. Donc, bon, là, il y a encore une belle étape à sortir dans les Alpes avant Mende et les Pyrénées. Il faut garder la tête froide, il y a beaucoup de routes encore. Ah, ça va être magique. Ça va être magique, je pense qu'il va y avoir beaucoup de ferveur. Donc on s'attend à ce que ce soit encore plus chaud. Merci Romain. Ça bouge dans le groupe de tête pendant que nous écoutions Romain Bardet. Ça bouge sous l'impulsion de Tom Pidcock. Et les moins bons grimpeurs de ce groupe de 9 sont distancés à 5 km du sommet de la Croix de Fer. Oui, la fatigue déjà. Et Anthony Pérez, qui ne semble pas avoir les mêmes jambes que sur les pentes du Galibier, est en souffrance. Il n'a pas l'air d'être en mesure de pouvoir aller prendre le maximum de points au sommet pour le classement des grimpeurs. On n'oublie pas que le maillot de meilleur grimpeur est dans son équipe quand même. C'est Geschke qui a sur les épaules. Et passer en tête, ça prive également les adversaires de Geschke de venir l'inquiéter. Pas de surprise, les meilleurs grimpeurs se détachent. On retrouve Louis Meintjes, Christopher Froome. On retrouve Nelson Powless, Giulio Ciccone et Tom Pidcock. Ils ne sont plus que 5 à l'avant. Et 5 km encore d'ascension, ce sont les plus durs de la Croix de Fer. On est bien d'accord. Oui, il y a quelques pourcentages difficiles à mi-pente, mais là, vraiment, c'est la partie finale et c'est la plus compliquée, oui. Anthony Pérez en chasse-patate. Voilà, c'est les clients pour la victoire d'étape ici. Avec 6 minutes 30 pratiquement à 5 km du sommet. Ça veut dire que cette échappée peut se présenter au pied de l'Alpe avec 4-5 minutes. 5 minutes, ça va jouer la gagne. Je pense pas que Pidcock il va perdre du temps dans la descente de toute façon. Et il peut même creuser l'écart, il peut même s'isoler, Tom Pidcock, dans la descente de la Croix de Fer. Ouais, Christopher Froome semble s'accrocher. Alors bon, c'est toujours difficile de savoir lui où il se trouve, à quel degré de fatigue il se trouve. Il a un style si particulier.
Ouais, c'est ce que disait Thomas, il secoue beaucoup les épaules dans cette échappée, mais ça a toujours été un peu son style, hein, Chris Froome. En tout cas, il regarde les accélérations, il essaie d'accrocher. C'est pas lui qui, pour l'instant, impose le rythme. Nathan Van Noy donc maintenant qui prend les relais. Et le peloton qui traverse Saint-Sorlin-d'Arve. Magnifique village de montagne qui fait partie d'ailleurs du magnifique domaine skiable des Cibelles. Voici Saint-Sorlin-d'Arve. On va voir si l'écart remonte en faveur des hommes de tête, à la faveur de cette accélération de Pidcock, de Meintjes, de Paoles, de Chicone et de Christopher Froome. Pidcock qui continue. Ça accélère nettement là dans ce groupe et on voit Anthony Perez qui ne parvient pas pour l'instant à recoller à ce groupe de 5 coureurs. Il a tout intérêt à ce que cette échappée prenne encore un peu plus de temps, hein, Pidcock, on le rappelle, mais c'est lui qui peut faire un grand bond au classement général. Et puis surtout, il a l'air très très fort. Vous avez toujours la possibilité de jouer à notre jeu de la combativité. 30 000 € à gagner. Et pour faire partie du tirage au sort qui aura lieu cet après-midi, vous répondez à la question suivante. Quel Français occupe la 2e place au classement général? Réponse 1, Romain Bardet. Réponse 2, Warren Barguil. 1 ou 2, vous envoyez votre réponse par SMS au 73003 ou sinon vous appelez le 34 35. Vous avez 5 minutes pour jouer. Ça accélère encore avec Louis Meintjes dans le groupe de tête. Voici les derniers kilomètres d'ascension du col de la Croix de Fer avec, semble-t-il, une petite cassure dans le peloton. Voilà, on est avec l'arrière du peloton. Avec des coureurs distancés, on l'a vu, Benjamin Thomas. Et les coureurs de la formation Lotto avec Philippe Gilbert, avec également Brent Van Moer et Lennart Kemna qui était 2e du général, on le rappelle, hier matin avant la 11e étape. Les hommes de tête à 4 km du sommet. Il reste environ 12 minutes d'ascension. C'est l'heure pour nous de marquer une petite pause et on revient tout de suite en direct sur France 2.
Retour avec les 5 hommes de tête à 3 km du sommet. Vous n'avez rien manqué. Toujours ce groupe de 5 emmené par Tom Pidcock devant Giulio Ciccone, Louis Meintjes, Neilson Powless et Christopher Froome. Christopher Froome qui est toujours dans les roues, Marion, qui semble à la limite. Hein. Il s'accroche. On a vu Pidcock qui essaye d'accélérer un peu parce que j'ai l'impression que du côté du peloton, on a peut-être un petit peu accéléré. En tout cas, l'écart descend un petit peu. Marc Hirschi de nouveau distancé. Ah, mais surtout le maillot de meilleur grimpeur distancé. Pierre Rolland également. Ouais, Simon Geschke en difficulté. Simon Geschke qui a trouvé la roue de Pierre-Luc Perrichon mais qui ne parvient pas à suivre pour l'instant. Et l'écart qui diminue sous l'impulsion des coureurs de la Jumbo-Visma. Moins de 6 minutes d'avance maintenant pour les hommes de tête. À l'approche du sommet de ce col de la Croix de Fer. Nous, on va se retrouver tout de suite au sommet à l'Alpe d'Huez, à l'arrivée de cette 12e étape du Tour de France avec Céline Rousseau qui a pris encore un peu plus de hauteur. Effectivement, Alexandre, on a pris un petit peu de hauteur. On est au 2e étage d'une résidence très bien placée parce qu'elle se situe juste en face de la ligne d'arrivée. Alors on a vu tous ceux qui ont bataillé toute la journée pour trouver une place et puis les heureux, comme je les appelle, comme Stéphanie qui nous vient de Lille avec son petit Léonard qui a découvert cet appartement un peu par hasard. Oui, en effet, c'est mon copain en fait qui a voulu faire l'étape du Tour et on s'est retrouvés ici. Et hier, il y avait 2-3 camions et on s'est levé ce matin et voilà, toute l'organisation, donc on est super contents. Place de choix parce que regardez, là, la caravane est en train de passer. On est à 50 mètres de l'arrivée, donc vous allez vraiment pouvoir profiter de l'arrivée tout à l'heure. Et puis là, on sait bien qu'une étape de montagne, ça va arriver au compte-gouttes. Oui, c'est sûr. Non, mais on est vraiment contents, mais moi, j'aimerais bien quand même descendre. C'est vrai, en plus. C'est le choix qu'a fait monsieur, je crois, parce qu'au lieu de rester ici, lui, il a préféré se mettre dans le bain. Oui, à au moins 4 km d'ici, il est parti avec son vélo. Il arrivera peut-être en roulant tout à l'heure pour voir l'arrivée. Merci beaucoup. Oui, monsieur il fait du vélo, madame elle garde le petit, ça c'est le schéma classique. Ah, pas chez nous. Quoi, Marion, monsieur fait pas du vélo chez vous? Que bien trop. C'est son métier quand même. Ah bah oui, et Nathan Van Hooydonk qui a vraiment accéléré, on l'a vu avec tous les distancés au sein du peloton. Avec Dylan Teuns qui était dans l'échappée hier sur les routes du Télégraphe et du Galibier. Nicolas. Oui, effectivement, Alex, énormément de distancés. Vous en avez cité quelques-uns comme Simon Geschke ou Pierre Rolland. Là, on vient de justement doubler Simon Geschke. Dans leur roue, il y a Marc Hirschi. On a vu également Benoît Cosnefroy, Aurélien Paré-Petre un peu plus loin. On a vu aussi la Stephen Kung, John Degenkolb, Franck Bonamour, Christophe Laporte qui a travaillé tout à l'heure. Alors que là, on est en train de revenir sur Michael Cherel qui se ressent sans doute des efforts consentis hier. Donc il y a beaucoup de sprinteurs, notamment de rouleurs. Et puis on a vu également Michael Woods lâcher à son tour. Bref, énormément de dégâts ici dans cette croix de fer où il fait toujours 27 degrés, il fait toujours très chaud. Et je peux vous dire que je vois énormément de maillots ouverts chez les coureurs et de coureurs qui s'aspergent également d'eau. Alors que là on est derrière Aurélien Paré-Peintre, il y en a partout à l'arrière. McNulty également. Allez, dernière position du peloton. Et on a vu Aurélien Paré-Peintre se faire distancer. On a clairement accéléré dans le peloton. Hein. Avec quelle intention? Avec Dylan Van Baarle également dans ce groupe. Et un équipier de Romain Bardet. Il s'agit de Martin Tosveld. Et c'est Nathan Van Hooydonk qui accélère. Qui n'est pas le meilleur grimpeur a priori de la formation de Jumbo-Visma. On peut même enlever a priori. Hein. Oui, non, mais c'est sûr, c'est pas le meilleur grimpeur. C'est l'homme qui a été emmené justement pour abattre le travail ingrat sur les étapes de plat. Mais là, on le fait rouler et pour qu'il récupère du temps à une échappée qui est quand même en train de monter fort, c'est qu'il roule à bloc là. Hein. Voilà, donc il met ce qu'il sait faire pour achever ce col de la Croix de Fer. Pardon. On a réduit quand même l'écart d'une minute. Et je me demande bien dans quel but pour l'équipe Jumbo-Visma. Aïe. Pierre Latour.
Pierre Latour qui a perdu le contact. Ouais, tout comme Ouran, juste devant lui. Difficile, très compliqué ce Tour de France pour Rigoberto Urán. Douloureux même, on peut le dire, parce que Rigoberto Urán avait encore des ambitions, classement général. Elles se sont vite évaporées, lui qui avait pris la 2e place du Tour de France en 2017. Barguil. Le super combatif, le combatif de l'étape d'hier, Warren Barguil. Il est fatigué, c'est normal, hein, la journée devant hier. Mais il arrivera à temps à l'Alpe d'Huez à l'arrivée pour nous rejoindre sur le plateau de Vélo Club, Warren Barguil. Il sera l'invité de Laurent Luyat sur les coups de 18h, juste après l'arrivée de cette 12e étape du Tour de France. C'est promis. Et on a perdu énormément de monde. Peloton en file indienne, il n'y a plus grand monde dans ce peloton maillot jaune, Nicolas. Ah non, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, en effet. Et là, vous venez de voir Warren Barguil, qui est l'une des dernières victimes de cette accélération. Hugo Hull, juste devant nous. On a parlé de Woods. La Pierre Latour qui s'accroche, main au bas du guidon pour essayer de revenir. Voinoy donc, là, qui vient de finir son travail. Il reste un peu moins de 50 coureurs au sein de ce peloton là, qui enchaîne les lacets de la partie la plus difficile de la Croix de Fer. Je crois que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tous ces coureurs sont en difficulté. C'est que là, on rentre dans des pourcentages aux alentours de 8%. En tout cas, ça roule vite, hein, ça grimace au sein du peloton. Et Romain Bardet qui a toujours 2 équipiers, ça c'est bien. Il y a Chris Hamilton et Andreas Leknesund. Hamilton, le grimpeur australien, Leknesund, l'homme à tout faire, le Norvégien, vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse au mois de juin, qui sont là pour encadrer Romain Bardet. Van Aert est venu discuter avec Tige Benoît. Ouais, on prépare quelque chose là. C'est sûr. On peut pas. Bon, peut-être qu'on se dit qu'il y a toujours la possibilité d'aller enfoncer le coup un peu plus profond encore aujourd'hui. Hein. On mise peut-être sur un défaut de récupération chez Pogacar et chez les autres d'ailleurs pour se mettre définitivement à l'abri. Profiter de sa supériorité tant qu'elle est là. En tout cas, ça veut dire que le maillot jaune se sent bien. On durcit le rythme. 5 minutes et 11 secondes, l'avance des hommes de tête sur le peloton maillot jaune. Là, ils ont perdu 2 minutes. 2 minutes en l'espace de 8 km. Et pourtant, ça roule hein, dans le groupe de tête, dans l'échappée. Oui, parce que les meilleurs se sont dégagés. À l'avant, les meilleurs grimpeurs se sont isolés. Enfin, se sont détachés plutôt. Avec toujours un énorme boulot de Pidcock. C'est lui le moteur de cette échappée, Tom Pidcock, avec Giulio Ciccone dans sa roue. Louis Mentiès, le Sud-Africain, ici en 2e position. Louis Mentiès, qui a déjà terminé dans le top 10 d'un Tour de France. C'est pas n'importe qui, Louis Mentiès. Et dans 600 mètres, on ira chercher les points de la montagne. 20 points à aller chercher. Probablement pour Ciccone, hein. C'est lui qui est passé en 2e position tout à l'heure sur le col du Galibier. C'est certainement le coureur le plus apte à aller lutter après dans ce classement. Et Christopher Froome qui est toujours là. C'est Giulio Ciccone qui imprime le rythme maintenant. À 400 mètres du sommet du col de la Croix de Fer. On est à plus de 2000 mètres d'altitude. Ce col est classé hors catégorie, l'un des 3 géants de cette 12e étape du Tour de France. Tige Benoît toujours à l'avant du peloton. Et moins de 5 minutes maintenant de retard pour le peloton maillot jaune. Nathan Van Hooydonk s'est écarté, Christophe Laporte aussi, mais évidemment, il y a encore de la main-d'œuvre dans la formation du leader Jonas Vingegaard. Avec Tige Benoît qui affiche une belle condition hein, sur ce Tour de France, le Belge, sélectionné de dernière minute dans la formation de Jumbo-Visma à la place de l'Australien Juan Dennis. Ouais, hier, il a fait un sacré numéro hein, aussi, Tige Benoît. C'est lui qui passait la plupart des relais pour essayer de mettre sur orbite un certain Primož Roglič. Et c'est vrai qu'il n'était pas sûr d'être sélectionné sur le Tour de France. Et puis il est passé par la case Critérium du Dauphiné et a été sélectionné. Après, quand on a le maillot jaune à défendre, ça transcende une équipe. Hein.
on se sublime quel que soit le terrain. On voit bien avec un garçon comme Van Aert qui est tellement polyvalent, mais quand même on a vu des grimpeurs, Uran distancé. Et lui est toujours là. Attention à Paoles, monsieur Ciccone, là, si vous voulez faire les grimpeurs. Allez, c'est Ciccone qui va passer en tête devant Nelson Paoles. 20 points pour Giulio Ciccone. Ça fait Et 35. Pardon Marion. Et 8 points pour Paoles, qui a été chercher la 2e place. Ouais, ça peut être un objectif, hein, c'est vrai, également pour Paoles. Ah, ça fait 15 pour Paoles, pardon. Giulio Ciccone, attention à lui, il a de bonnes jambes aujourd'hui. Et quand Ciccone a de bonnes jambes et qu'il est en marge du classement général, il est capable d'aller chercher de belles victoires d'étape sur le Giro, notamment. C'est un garçon qui avait été très précoce. Il avait gagné à 21 ans sur le Giro à Sestola dans les Apennins. Ah, c'est un coureur de grand tour, hein. Il Oui. récupère bien quand même, c'est vrai. Quand il est devant dans une étape, il est pas loin de la gagne. Et s'il ne gagne pas, il est vraiment pas loin. Il faudra s'en méfier pour ceux qui sont dans l'échappée aujourd'hui. Et pour son premier Tour de France en 2019, il avait terminé 2e à la Super Planche des Bellefilles, battu d'un souffle. On s'en souvient par Dylan Tuns. Il s'était consolé ce jour-là en allant chercher le maillot jaune qu'il avait porté pendant 2 jours. Ah, si on pouvait voir un instant le visage de Pogacar, ce serait pas mal. Il est là, Tadej Pogacar. Le porteur du maillot blanc avec Rafał Majka et Marc Soler dans sa roue. Et Philippe Ogana est toujours là. Hein. Toujours présent autour de ses leaders. Giulio Ciccone, on le rappelle, est passé en tête au sommet du col de la Croix de Fer. Le peloton va s'y présenter dans quelques instants avec un rythme très soutenu. Là, ça roule très fort avec Wout van Aert à l'écart 4 minutes 39 maintenant. Et là, on ne veut pas laisser d'échapper devant. Je pense qu'on va laisser d'aller gagner l'étape. Hein. Je ne vois pas d'autre explication. C'est plus Tom Pidcock qui pose problème. Hein. Il est à 11 minutes et 12 secondes au classement général. Donc il est déjà... De toute façon, il n'est pas du tout dangereux maintenant. Mais on essaie de durcir comme ils l'ont fait hier. On durcit. Voilà, au tempo cette fois-ci, mais avec un rythme très soutenu. Fatiguer les adversaires. On est sûr de soi, en tout cas, du côté de la formation de Jumbo. Hein. Oui, on ne faudra pas qu'il se trompe. Hein. Et on fait rouler l'homme à tout faire, Wout van Aert. Wout van Aert qui étire un peu plus ce groupe maillot jaune. Ça roule très fort. On trouve Nicolas, des nouvelles de David Gaudu et de ses équipiers. Ouais, parce que la Groupama FDJ, Alex, est l'équipe la mieux représentée au sein de ce groupe maillot jaune avec la Jumbo-Visma. Bien sûr, ils sont 5, donc ça veut dire qu'ils sont 4 équipiers autour de David Gaudu. Bien sûr, il y a Valentin Madouas, il y a Michael Storer, il y a Thibaut Pinot et je pense que le 4e est Kevin Genietz. Donc égalité numérique avec les Jumbo-Visma, alors que Tadej Pogacar, lui, n'a plus que 2 équipiers ici à moins d'1 kilomètre du sommet. Ouais, il est impressionnant Van Aert quand même. C'est vraiment l'homme à tout faire dans cette équipe. Et le gros tempo qu'il met là, ça grimace derrière. Et les secondes qui tombent, encore et toujours, 4 minutes 25, le retard du groupe maillot jaune. Alors avec 4 minutes de retard à la Croix de Fer, Laurent, on peut encore se jouer la victoire d'étape dans ce groupe, hein, sans problème, oui, bien dans sûr. le groupe des favoris. Bien sûr, c'est tout à fait envisageable. Et surtout, je ne comprendrais pas maintenant qu'ils aient accéléré à 3 bornes du sommet pour ralentir dans la descente. S'ils continuent cette pression-là, à maintenir cette pression-là, l'écart devra encore se réduire d'ici au pied de l'Alpe. Et ce d'autant qu'à l'avant, certains sont peut-être déjà un peu justes, ont compris qu'il aurait du mal à gagner et vont peut-être avoir de la peine à collaborer. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Vingegaard se sent très fort. En tout cas, on m'a envoyé ce message-là à tous ses adversaires. Ça, la réponse, on l'aura tout à l'heure. Il est fort, on l'a vu hier. A-t-il bien récupéré? Supportera-t-il la pression du maillot jaune? Sera-t-il attaqué aujourd'hui? Énorme le tempo de Wout van Aert. Alors que c'est qui? C'est Valentin Madouas là, qui a perdu quelques longueurs. Ouais, tout comme Tige Benoît qui essaye de s'accrocher pour basculer pas très loin, revenir dans la descente et prêter main forte peut-être dans la vallée pour aller rejoindre le pied de l'Alpe d'Huez. Wout van Aert au sommet du col de la Croix de Fer avec le groupe des favoris derrière lui et l'écart ramené à 4 minutes 15. Là, c'est plus la même histoire. Ouais, ça va rentrer pour Madouas et Benoît. Et on est plus certain que la victoire se joue entre les coureurs qui composent le groupe de tête, entre les 5 hommes qui sont à l'avant. N'est-ce pas, Thomas? Ouais, en tout cas, oui, forcément, l'équipe Jumbo-Visma, quand on a
un Wout van Aert qui s'énerve, c'est jamais bon pour l'échappée. En tout cas, Tom Pidcock, lui, fidèle à ses trajectoires, et il fait la descente en tête, suivi par les 4, donc il a sans doute pas forcé le talent. C'est une descente dans sa première partie qui n'était pas trop technique, et au moment où je vous parle, ça remonte, hein. Là, ça fait mal aux jambes, hein. Quand on a fait 4-5 bornes de descente et qu'il faut remonter sur quelques centaines de mètres, ça fait très mal aux jambes. Du côté de la Jumbo-Visma, je pense qu'on a envie d'enfoncer le clou, hein. On s'est dit, Tadej Pogacar, il va certainement pas se laisser faire, mais si hier, il a eu un coup de moins bien, et que c'est pas que sur la journée d'hier, justement, on va peut-être en profiter pour essayer de remettre un écart, plutôt que de la jouer sur la défensive, et que lui laisser le temps de recharger les batteries dans l'optique des Pyrénées ou du dernier contre-la-montre. Peut-être qu'on veut tuer le Tour du côté de la Jumbo-Visma, assommer encore un grand coup aujourd'hui. Wout van Aert qui ne s'est pas relevé dans la descente, voilà, qui constate les dégâts en jetant un petit coup d'œil dans le rétro. Et dans 3 km, les hommes de tête seront dans le département de l'Isère. Vous pouvez retrouver le Tour de Florent, comme tous les jours, sur France.tv pour découvrir avec Florent Dabadi les à côté pittoresques et insolites de ce parcours du Tour 2022. Et Florent ne manque jamais d'imagination lorsqu'il faut aller chercher des perles sur ce parcours du Tour de France. On marque une pause, on revient tout de suite en direct sur France 2. Restez avec nous.